Alors, Monsieur le chancelier, Monsieur le recteur, chers dignitaires, chers membres de la communauté de l'Université de Montréal, chers partenaires et amis de la Faculté des sciences de l'éducation, votre FSE, je vous souhaite à tous et à toutes la plus chaleureuse des bienvenues à la 5e édition des grands entretiens de la Faculté des sciences de l'éducation. Donc, au nom de notre faculté, il me fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Montréal. Je suis enchantée de vous voir en si grand nombre. Et je peux vous dire, l'accord du participe passé est vaincu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous, on organise beaucoup de conférences. C'est la conférence à laquelle on a attiré le plus grand nombre de personnes portée sur l'accord du participe passé. Donc, je suis Alem Amar, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation et votre maîtresse de cérémonie pour cette édition des grands entretiens de la FSC. Pour ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui pour la première fois, vous vous demandez certainement c'est quoi les grands entretiens de la Faculté des sciences de l'éducation? Quel est leur but? À quoi servent-ils? Je commencerai par dire que les grands entretiens incarnent pleinement le rôle de l'université. Ils répondent à un besoin fondamental de dialogue entre l'université et la société sur des enjeux éducatifs essentiels. Dans un monde où l'éducation et la société évoluent à une vitesse fulgurante, parfois effrayante, ces rencontres deviennent une voie indispensable vers des solutions partagées. Chaque entretien est un carrefour d'idées, un lieu où les visions se rencontrent, se confrontent et où des perspectives nouvelles prennent forme. Ces moments, pour nous en tout cas, ne sont pas de simples échanges, mais l'incarnation même de la force du dialogue. Un dialogue qui éclaire, remet en question et ouvre des horizons. Ces rencontres nous offrent les clés d'un leadership éclairé et les outils nécessaires pour devenir de véritables agents de changement. C'est ainsi que nous espérons façonner un avenir où l'éducation est le moteur d'un changement profond et durable pour notre société. Aujourd'hui, nous faisons appel à notre intelligence collective pour parler d'intelligence artificielle. Quelques mots qui me viennent en tête quand il s'agit de l'IA. Menace, opportunité, orthèse, prothèse. Et sur une note plus ludique, le dentifrice sorti du tube et qu'on ne peut plus remettre, mais qu'on doit utiliser à bon escient. Alors, merci d'avance à nos panélistes de nous éclairer sur la question et je suis certaine que ça va être beaucoup plus sérieux que mon affaire de dentifrice. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Je tiens tout particulièrement à remercier notre chancelier qui croit profondément et très sincèrement à l'importance de l'éducation et au rôle des enseignants et enseignantes dans le développement des citoyens et citoyennes de demain et à travers eux de la transformation de notre société. Donc, bonne table ronde et je laisse la parole à notre chancelier. À notre recteur, je m'excuse. Oui, merci Alem, elle me joue un vilain tour. Tu aurais dû m'inviter à la conférence sur le participe passé. Je pense que j'aurais été plus éloquent que je le serai aujourd'hui. D'abord, bonjour, bienvenue. C'est standing room only, comme on dit. Là, il y a des bleachers, mais il y a des chaises, me dit-on. Alors, ne restez pas debout parce qu'on ne va pas être ici 2 minutes. On va être ici pour un bout de temps pour cette conversation importante. Et je veux saluer votre présence. Je vous remercie d'être là. C'est un sujet important, l'intelligence artificielle. Et je salue, je reviendrai là-dessus tantôt, la vision de la doyenne Alem Amar qui est l'inspiration non seulement de cette série de conférences, mais de la réflexion très importante qu'on doit amener sur la place de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il n'y a pas de meilleur endroit que la FSE, je pense, pour coordonner cet effort. Alors, bravo. Il y a 2 ans, à peu près, la plupart d'entre nous ont découvert avec un peu d'étonnement ChatGPT. Je pense que tout le monde ici dans la salle est allé voir sur ChatGPT. Puis, si vous êtes comme moi, vous avez posé des questions sur les gens que vous connaissez, puis sur vous-même, peut-être. Qu'est-ce que ça dit sur moi, ChatGPT? Moi, c'était plein de conneries. J'ai essayé
sur ma conjointe, plein de conneries aussi. Puis je me suis dit, ah, ça ne va pas durer cette affaire-là. C'est vraiment tout croche, il y a des hallucinations partout. Puis non, finalement, ça dure. C'est avec nous pour de bon. Quand c'est arrivé, je pense, au-delà de phénomènes un peu de nouveauté, plusieurs d'entre nous se sont posé des questions sur l'effet que ça aurait sur nos vies professionnelles en particulier. Puis les premières questions qui se sont posées étaient des questions marquées par l'inquiétude. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. En milieu universitaire, on a parlé très rapidement de plagiat, de tricherie. Il y avait vraiment un regard assez négatif sur ce phénomène. Puis ce sont de vraies questions, des questions qu'on doit se poser. On s'est posé aussi des questions sur les conséquences de ces moteurs-là, de ces outils-là, de ces algorithmes d'une puissance inégalée sur la manière dont la recherche allait évoluer, sur la capacité de préserver nos habiletés de recherche, nos compétences en recherche. Se sont posé des questions liées aux biais inhérents, se sont posé des questions liées aux risques humains associés à l'usage de ces algorithmes. Et puis, peu à peu, je pense, il y a des personnes qui ont commencé à évoquer les bénéfices possibles. Il n'y a pas que des risques négatifs, il n'y a pas que des enjeux négatifs. Il y a un potentiel extrêmement important de transformation de la pédagogie, de transformation de l'interaction avec les élèves à tous les cycles d'études, un potentiel de transformation des paradigmes de recherche. C'est vraiment un bouleversement épistémologique, je pense, qui est devant nous, puis il faut l'aborder de manière nuancée, pas seulement en pensant aux risques importants, mais en pensant à ce que ça peut transformer dans nos vies de chercheurs, chercheuses, d'enseignants, enseignantes et d'administrateurs, parce qu'il y a des dimensions aussi qui touchent les opérations, la gestion d'une grande organisation comme celle que nous célébrons aujourd'hui. Je parle de la FSE, non, l'Université de Montréal aussi. Bon, alors, toutes ces questions-là, elles sont dans l'air. Et je veux dire, parce que c'est extrêmement important, que l'Université de Montréal est au cœur de ces questions-là depuis le début. Bon, vous savez que sur le plan scientifique, la plupart des jalons qui touchent l'intelligence artificielle ont été développés ici par notre collègue Yoshua Bengio, par ses collègues au département d'informatique et de recherche opérationnelle, par les collègues à Mila, par les collègues à Ivado, par nos collègues aussi aux écoles affiliées à HEC et Poly. Il y a vraiment un foisonnement de réflexions scientifiques sur l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal et dans les écoles affiliées. Il y a aussi un foisonnement de réflexions éthiques, normatives autour de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal depuis longtemps, bien avant l'arrivée des Large Language Models, je ne sais pas comment on dit en français, mais les LLM. Et ces outils, ces algorithmes que l'on qualifie maintenant d'intelligence artificielle générative. Beaucoup de réflexions dans l'Université de Montréal qui s'est, je pense, cristallisée de manière tout à fait notable en 2017 par la Déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est normal que l'Université de Montréal s'interroge à la fois sur les enjeux scientifiques, mais aussi qu'elle soit une ambassadrice du développement responsable, des considérations éthiques qui entourent l'usage de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs et au premier chef dans l'espace éducatif. Et aujourd'hui, donc, l'action de l'Université de Montréal, de ses chercheurs et chercheuses, elle se déploie sur plusieurs fronts. J'ai parlé de Yoshua, de ses collègues de Mila. Évidemment, le consortium Ivado a reçu une subvention extrêmement importante dans le cadre du programme Apogée au fédéral pour piloter un projet scientifique majeur qui mobilise beaucoup de scientifiques, de chercheurs de toutes les disciplines, en fait, pas seulement des disciplines liées à l'informatique, mais bien au-delà, et qui vise à surmonter les lacunes des modèles d'IA actuels, de réfléchir à l'effet que ces modèles peuvent avoir sur la recherche et d'approfondir évidemment notre compréhension. On était très bien représentés au Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle tout récemment à Paris avec des collègues de toutes les organisations que je viens de mentionner. Et il faut savoir aussi qu'on a des collègues à la faculté de droit et ailleurs sur le campus qui réfléchissent sérieusement aux aspects non seulement éthiques, non seulement scientifiques, mais aussi normatifs. Parce que, malheureusement, on a commencé un peu en retard à faire la place aux juristes. Moi, je suis juriste, alors je vais forcément m'inquiéter un peu du fait qu'on n'a pas tout de suite réfléchi
à ce que ça signifiait, l'intelligence artificielle, puis il aurait peut-être fallu commencer dès le début à intégrer des experts des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences normatives pour encadrer un peu mieux ce dont on parle aujourd'hui. Alors, aujourd'hui même, ce midi, on va poursuivre cette réflexion en compagnie d'intervenants de très haut calibre. Je vais laisser le chancelier les présenter, mais vous voyez déjà à l'écran que nous sommes accompagnés de Valérie Pisano, qui est au cœur de l'écosystème d'IA, qui est une actrice extrêmement importante en tant que PDG de MILA, le centre de recherche qui a été fondé par Yoshua Bengio. Mes collègues, professeurs Bruno Polibert et Normand Roy, qui ont développé une expertise de pointe, je pense. On peut se vanter de ça, Bruno et Normand, se vanter de votre expertise de pointe sur les enjeux technologiques en éducation, des chercheurs influents qui sont sollicités par beaucoup d'acteurs sur le terrain dont nous traitons ce midi. Et finalement, mon ami, mon chancelier, Franz Saint-Elmy, qui est un entrepreneur technologique chevronné, mais qui a, je dirais, cette formidable qualité de croire à l'éducation, puis de croire au potentiel de transformation de l'éducation. Puis aujourd'hui, on parle évidemment d'un vecteur de transformation extrêmement important pour l'éducation, qui est le principal levier de notre développement collectif. Il faut savoir aussi, je l'ajoute parce qu'il est modeste, il ne le dira pas, que le chancelier a fait un don très important pour soutenir l'innovation pédagogique. Je sais que ce sont des sujets qui le préoccupent et qui l'intéressent, qui le fascinent. Et ce don s'inscrit dans le cadre de notre grande campagne philanthropique L'heure est brave. Alors, je veux remercier donc les membres de ce panel que je viens de mentionner, remercier à nouveau Harlem de son leadership, il faut le dire, de sa volonté de transformer la conversation à la FSE, mais plus largement, pas juste le leadership sur la conférence d'aujourd'hui, mais sur, je dirais, une nouvelle énergie, une grande vitalité qui émerge à la Faculté des sciences de l'éducation et qui est le fruit de ton travail. Et je veux vous remercier, vous toutes, vous tous, de votre présence aujourd'hui, mais aussi vous inviter à continuer à travailler avec nous à cette réflexion, de soutenir, de collaborer à cette recherche d'avant-garde, collaborer aussi à ce que l'on espère comme essor pour l'éducation, pour la place qu'on accorde à l'éducation au Québec, qui est un vecteur d'épanouissement collectif absolument fondamental. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci pour l'invitation. Je suis très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est deux sujets qui me passionnent, l'intelligence artificielle et l'éducation. Et j'aimerais, avant de débuter, remercier la Faculté des sciences de l'éducation à plusieurs égards, mais vous ne réalisez pas à quel point vous êtes des acteurs importants sur la transformation et le développement de notre société. Sans vous, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de leader scientifique, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de... La société est dysfonctionnelle, donc votre rôle est fondamental et moi, j'y crois. Je suis un bénéficiaire du travail que vous, les enseignants, ou ceux qui ont transformé les enseignants ou qui les ont enseignés, leur ont apporté les outils, leur ont donné les outils pour permettre de transformer la vie des gens comme moi. Alors, donc, merci. Et je vous dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont derrière vous. Ne tombez pas victime de ce qui se dit dans les médias. L'enseignement, c'est fondamental et beaucoup, beaucoup de gens sont dans les mêmes perspectives que moi. Alors, vous n'êtes pas venus pour m'entendre. Vous êtes venus parce que vous aviez des experts et j'aimerais inviter les panélistes à me rejoindre sur le stage. Donc, voilà, alors cette conférence, ça prend la forme d'une discussion. C'est supposé être table ronde, ouverte. Dans le fond, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une discussion ouverte, franche, mais surtout aussi d'aller en profondeur. Alors, je vais d'abord présenter Valérie rapidement. Moi, je ne vais pas la présenter comme PDG du MILA, parce que tout le monde connaît ça. Je vais la présenter en termes de perspective. Moi, ce que je connaissais du MILA avant Valérie Pisano et le MILA que vous connaissez aujourd'hui. Le MILA avant Valérie Pisano, c'était Yoshua Bengio et des chercheurs. Et aujourd'hui, le MILA, c'est reconnu partout dans le monde. Oui, effectivement, Yoshua Bengio a beaucoup à voir là-dedans. Les chercheurs ont beaucoup à voir là-dedans.
mais Valérie Pisano a créé une organisation d'envergure internationale. Puis, c'est pas facile de dealer avec des gens qui sont très, 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 très brillants, mais tu le fais avec bravoure et avec brillance. Et aujourd'hui, l'Université de Montréal et le MILA, quand il s'agit d'intelligence artificielle, c'est une discussion qui est au-delà de la recherche, c'est aussi l'impact sociétal. Et je sais que c'est quelque chose qui te passionne puis que tu tiens à cœur. Donc, parfois, on a souvent tendance à oublier qu'est-ce qui fait le MILA. Le MILA, c'est Valérie Pisano aussi. Donc, félicitations. Merci de venir avec nous aujourd'hui. On a le professeur Bruno, je m'excuse, je vais vraiment essayer. C'est Pulhuber. Paul Hubert. Bon, alors si j'étais en allemand, j'aurais dit Vous êtes proche de la prononciation originale. Bon, alors, vous êtes professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation. Vous êtes également directeur académique du Centre de pédagogie universitaire de l'UDM. Vos recherches portent sur l'utilisation des innovations technologiques et des technopédagogies, oui, pour fin de collaboration et d'enseignement et d'apprentissage au postsecondaire chez les adultes. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment désolé, j'apprends à vous connaître. Monsieur Normand Roy, vous êtes aussi professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences de l'éducation. Vous êtes également directeur du groupe de recherche interétablissement sur l'intégration pédagogique des TI, des technologies de l'information et des communications, un regroupement financé par les fonds de recherche du Québec. Vos principaux intérêts de recherche sont les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle et la place du numérique dans notre société. Donc, chers panélistes, bienvenue. Alors, nous débuterons la discussion avec une série d'échanges pendant laquelle je vais vous demander d'intervenir sur des questions qui se déclineront sur 3 grandes thématiques. Première, les possibilités. Deuxièmement, les enjeux. Et troisièmement, une prospective en guise de regard vers l'avenir. Alors, au terme de cette séance, je vous inviterai, si vous le souhaitez, chers membres du public, d'intervenir, de venir poser des questions directement. Ah oui, au micro, en arrière, oui, effectivement. Donc, posez vos questions aux panélistes directement. Alors, on va lancer le bal. Les possibilités. Alors, je vais commencer avec toi, Valérie. Selon vous, quels sont les principaux avantages de l'intelligence artificielle en éducation et tous les ordres d'enseignement? Je vais préciser, comment est-ce que l'IA pourrait-elle répondre aux enjeux d'avenir en éducation? D'avenir, quand on parle d'avenir, démocratiser l'accès à l'éducation, démocratiser l'accès au savoir, faciliter aussi la transformation de savoir, mais aussi comment améliorer la situation des enseignants, que ce soit au niveau de l'apprentissage personnalisé, faciliter la rétroaction ou même soutenir l'apprentissage. Oui, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Une des choses que tu n'as pas dit à mon sujet, mais qui est quand même assez évident quand on me regarde, j'ai beaucoup de sang latin, je suis italienne d'origine. Et donc, j'ai tendance à ne pas être super disciplinée là, dans les formats questions-réponses, au sens où je vais répondre à ta question et je ne vais pas y répondre. Par ailleurs, dans la façon que mon cerveau fonctionne, puis l'expérience que j'ai eue dans les dernières 2 années, depuis l'arrivée de ChatGPT, à faire le tour du monde aussi avec Yoshua, j'ai beaucoup de difficultés à prendre les opportunités d'un côté, les risques de l'autre, à essayer de créer des catégories toutes propres qui nous réconfortent. Donc, bear with me, ça va être un petit peu plus organique. Je pense que d'entrée de jeu, je veux juste asseoir 2 choses qui me sont venues alors que j'essayais de me rendre jusqu'ici en voiture aujourd'hui. La première, c'est évident, mais je pense que c'est important de se le dire clairement au-delà de l'analogie du dentifrice. Nous sommes la génération d'une très, très, très grande transition. Puis là, on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe au sud de la frontière. Peu importe le nombre d'années où il sera à la Maison-Blanche, les États-Unis d'Amérique ne seront plus jamais les États-Unis d'Amérique que nous avons connus jusqu'aujourd'hui dans notre vie adulte. Et c'est nous qui sommes les adultes de cette transition-là au niveau
de notre relation avec les États-Unis, la place des États-Unis dans le monde. Et la même chose est vraie de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas juste la prochaine évolution du monde digital, ce n'est pas quelque chose qui va être marginal plus, c'est une très grande transition. Nos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants vont dire « T'étais là? C'était toi le recteur? C'était toi le chef de département? C'était toi? T'étais prof? » De ça au moment où ça s'est arrivé. C'est vraiment important de se saisir de la grandeur du moment dans lequel on est pour ne pas faire l'erreur d'essayer de rendre ça plus simple que ce que c'est. Puis mon deuxième commentaire, c'est qu'aujourd'hui, il va sûrement avoir des trucs super concrets, super emballants. Vous avez probablement déjà des projets très, très pragmatiques. Et c'est un moment plutôt pour les questions inconfortables. Donc, moi, je ne pense pas que je vais vous offrir beaucoup de... Je pense que les opportunités, il y a 5 catégories. Je serais capable de le faire. Là, mon cerveau pourrait vous offrir quelque chose de réconfortant. Mais la vraie question, c'est plutôt quelles sont ces questions, puis comment est-ce qu'on s'organise pour les regarder ensemble malgré l'inconfort, parce que c'est ça, notre responsabilité. Ça va être quoi le rôle de l'université comme institution dans 5 ou 10 ans, dans une société où les systèmes intelligents en connaissent plus. Un seul système intelligent en connaît plus que n'importe quel humain ou groupe d'humains, et où les systèmes sont capables même de faire des choses, pas juste de nous donner de l'information. Donc, il y a des grosses questions qu'on va aborder en partie ici, mais mon invitation, c'est surtout de dire, au-delà des opportunités ou des risques, puis ce n'est pas la bonne façon de voir la conversation sur l'IA, le moment dans lequel on est, c'est celui où il faut au minimum tabler toutes ces conversations-là puis rester dans l'inconfort, surtout dans un endroit comme une université. Donc, encore une fois, je salue votre leadership de faire ça. C'est sûr que tu les as presque toutes nommées. Ce n'est pas difficile de s'enthousiasmer, puis vous êtes beaucoup plus en profondeur sur cette intersection-là que moi, mais effectivement, l'IA va permettre un enseignement hyper personnalisé. Moi, j'ai 6 enfants, il n'y en a pas une qui apprend de la même façon. Je m'emballe d'un monde où elles vont pouvoir interagir avec du savoir d'une façon qui vient les chercher, puis qui les épanouit, puis qui suit leur rythme. On va pouvoir donner accès à de l'éducation, puis à de l'information, à des gens de toutes sortes de nouvelles façons. Le rôle de l'enseignant va évoluer d'une façon qui peut être extraordinaire, comme un facilitateur d'expérience plutôt que comme un transmetteur de connaissances. Tout va changer là-dessus. L'université va pouvoir prendre ces siècles d'expérience puis d'ADN, puis le mettre au service d'une société qui va être en très, très grand changement. Donc, il y a beaucoup de super belles choses qui vont émerger et on est dans les tout débuts de cette émergence-là. Alors, si c'est inconfortable, bien, je nous invite ce midi à être d'accord avec cet inconfort. Absolument. C'est intéressant. Je t'entendais parler, puis je me disais effectivement, quand on entend parler de l'intelligence artificielle, tu l'as bien dit, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on a les bons réflexes? C'est important de le rappeler. L'intelligence, elle est là, c'est un outil, mais ça prend un humain, ça prend une perspective derrière ça. Bruno? Maintenant, merci beaucoup. Mais maintenant que Valérie a fait bouger le plancher de manière un peu inconfortable, moi, je vais essayer de m'asseoir sur un plancher un peu plus solide. Je vais commencer par vous faire une confession. Moi, je suis un geek. J'aime les technologies. J'en mange depuis que je suis petit. Puis c'est peut-être héréditaire, parce que mon père, quand il a rencontré ma mère sur les grands premiers chantiers de l'Hydro-Québec, bien, il était un parmi 500 hommes et il s'est acheté une Polaroid. Alors, la façon dont il l'a rencontré, il l'a pris en photo avec sa Polaroid et il a pris la photo. Il n'a pas donné, il a vendu, mais il a réussi à avoir son attention. Alors, voilà. Maintenant, tout ça pour dire que par rapport aux technologies puis par rapport à l'intelligence artificielle, je dirais que je suis du côté du verre à moitié plein, c'est-à-dire que je suis plutôt optimiste, même si ça ne paraît pas. J'étais là au moment de la naissance d'Internet. J'avais même utilisé, disons, le compte de mon beau-père qui était prof à l'Université de Montréal pour découvrir ce qu'était l'Internet avec Gopher, Véronica, des choses que quelques personnes dans la salle peuvent comprendre seulement. Je dirais, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste une nouvelle affaire, il y a une transformation extrêmement profonde. J'étais content d'entendre Daniel Justra, notre recteur, faire l'introduction. On a eu beaucoup de discussions à l'Université de Montréal, dans les universités, les cégeps, sur le plagiat, sur la conformité légale, mais en même temps,
ces discussions-là monopolisent un petit peu toute l'attention. Puis c'est vrai qu'il y a des enjeux réels. Puis je ne dis pas oui, on a modifié notre règlement sur le plagiat, puis c'est parfaitement correct. Puis oui, on s'est donné des cadres avec le secrétariat général, puis c'est aussi nécessaire. Cependant, toutes ces discussions occultent un peu les bénéfices potentiels. En fait, sont identifiés par plusieurs personnes. Je dirais, ces bénéfices potentiels demeurent largement à venir pour moi. Ils ne sont pas encore parfaitement concrétisés. Puis je vais laisser une partie à Normand quand même. Moi, je vais distinguer entre les bénéfices pour les enseignants et les bénéfices pour les étudiants. C'est plus dur pour les étudiants, c'est pour ça que je vais laisser ça à Normand. Il est plus jeune, il est plus fougueux. Alors pour les enseignants, je dirais que c'est un peu, vous m'excuserez l'expression, c'est un peu un no-brainer. Pour les personnes enseignantes, l'intelligence artificielle peut les aider à faire des choix pédagogiques, à préparer du matériel pédagogique. Nous avons fait la conception d'un assistant pédagogique intelligent qui aide les personnes enseignantes à élaborer leur plan de cours. Il est en deuxième phase de test utilisateur. Il est très performant. Bon, comment on fait ça? On travaille un peu quand même les mains dans la machine, pas dans les modèles directement, mais en adaptant les modèles, en utilisant des techniques comme le RAG. Donc, et ça réside sur nos propres serveurs ici au Québec avec protection des renseignements personnels dans une perspective où on n'utilise pas les plus grands modèles de langage, on essaie d'utiliser ceux qui sont un peu plus éthiques. Tout ça pour dire que la préparation de matériel, là, on est capable de préparer des plans de cours, mais vous pouvez le faire avec ChatGPT en lui donnant des instructions adéquates, avec Claude, qui est avec Gemini, mais on peut produire des plans de leçons, on peut produire on a un prof en pharmacie, Julien Lecointe, il fait faire des études de cas, on peut faire des scénarios d'apprentissage actif, on peut faire des grilles d'évaluation échelon descriptif. Je dirais que l'intérêt de la chose, c'est vraiment qu'on peut accélérer le processus de conception pédagogique. Et là, sur le côté éthique, c'est quand même beaucoup moins dangereux parce qu'on a un LLM qui peut avoir tendance à faire des confabulations, des inventions, qui fait des suggestions, une personne qui a toute l'expertise pour dire « Ah oui, ça c'est bon, ça c'est moins bon, je retiens ça, je retiens moins ça », ce qui est moins le cas pour les étudiants. Donc, dans une recherche doctorale que nos étudiants ont faite, il a démontré quand même que c'était l'application pour laquelle les profs, en fait, c'est une des deux applications que les profs étaient les plus prêts à accepter, mais paradoxalement, les profs ne le font pas beaucoup à l'Université de Montréal. Dans un sondage qu'on a réalisé en novembre 2023, ici à l'Université de Montréal, dans deux cégeps, on avait assez peu de profs qui l'utilisaient pour ça. On va répéter ce sondage-là bientôt, au mois de mars, mais je vais laisser Normand répondre pour les personnes étudiantes sur les opportunités. Savoir, en fait, les sciences d'éducation, il y a bien des choses qu'on sait déjà. Par exemple, la rétroaction. Là, on sait depuis un bon moment qu'une rétroaction assez rapide, personnalisée, proche de l'apprentissage, va avoir un meilleur effet qu'une rétroaction très loin dans le temps. Bon, mais ça, effectivement, là, si on part ça avec de l'IA qui pourrait soutenir à un moment approprié, on parle de just-in-time, en fait, bien là, on va avoir des effets positifs. Donc, c'est vraiment ce pairage-là qu'on doit identifier au moment où on la souhaite en avoir et des endroits où on souhaite ne pas en avoir. Un autre exemple, en fait, le tableau de bord pour prédire l'abandon. Là, on en a entendu parler pas mal. Là, on peut prédire le décrochage ou l'abandon. Mais ça fait 30 ans qu'on étudie quand même à savoir qu'est-ce qui peut prédire l'abandon. Nos enseignants savent un peu. Donc, ce tableau-là nous donne des indicateurs, nous donne des ressources, nous donne des moyens, en fait, pour y arriver. Donc, quand on parlait de l'IA, les avantages pour les élèves, effectivement, de développer du matériel adapté, effectivement, le manque de temps, je n'apprends rien à personne ici, les enseignants manquent de temps, on manque de ressources. Donc, de pouvoir adapter du matériel très rapidement à différents types de niveaux d'élèves, c'est un élément très positif. Et on sait, du côté des sciences d'éducation, que ça fonctionne. Donc, je trouve que c'est ce pairage-là qu'il y aura un gain réel, c'est-à-dire lorsqu'on va s'inspirer à la fois des potentialités de l'IA, d'une réflexion éthique de où on en veut, et de ce qu'on sait, en fait, de la recherche en éducation. Mais on en connaît quand même plusieurs. Ouais. Allez-y. Par contre, du côté, je trouve ça intéressant que Normand parle au futur. Pour juste prendre la question de la rétroaction, ma collègue Chantal Tremblay et moi, on a fait une petite recension de littérature sur les applications, en fait sur les recherches où on utilisait l'IA pour la rétroaction. Puis dans tout ce qu'on a trouvé, on avait une recherche qui se fondait sur un cadre théorique solide. Donc, on utilise l'IA pour donner de la rétroaction, mais on le fait n'importe comment, sans cadre théorique solide. Donc, je dirais la personnalisation de l'apprentissage, c'est un peu comme le Klondike, un peu comme une perspective future, mais actuellement, il se fait beaucoup de n'importe quoi, une véritable personnalisation
reposerait peut-être sur les erreurs conceptuelles les plus fréquentes, reposerait peut-être sur une approche d'échafaudage ou d'étayage. On m'a corrigé récemment, une approche d'étayage où on est capable de situer le véritable niveau cognitif de la personne étudiante et d'être capable, non pas de lui donner la réponse, ça c'est facile, mais de la questionner pour la faire cheminer dans la zone proximale de développement jusqu'au niveau un petit peu supérieur. Je connais plein de compagnies qui se vantent de faire des soi-disant tuteurs adaptatifs intelligents. Je n'ai rien vu de convaincant, donc j'aime bien que Normand parle au futur parce que oui, c'est un peu, pour moi, le Klondike en éducation, la ruée vers l'or possible, mais en fait, c'est plus au futur qu'on va le voir qu'actuellement. Le mot qui te ramène à la prochaine question pour nous redonner des différentes perspectives. Beaucoup de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est comment utiliser cette nouvelle technologie-là, puis adapter ce qu'on fait déjà en utilisant cette technologie-là. Puis c'est certainement une grande catégorie de réflexion puis d'action, mais je vais vous en donner une autre. Ce matin dans le journal, en lisant mon café, ça ne s'invente pas. Google a sorti un nouvel outil qui s'appelle Co-Scientist. Puis Co-Scientist a réussi en 3 jours des travaux de recherche qui avaient été faits par des humains en plusieurs années. Puis là, l'évidence de cette comparaison-là est en train d'être vue par un journal de pairs, puis ça va être publié sous peu. Google est une de 4 compagnies en ce moment qui travaillent sur des agents d'intelligence artificielle qui vont complètement révolutionner la façon qu'on fait de la recherche. Pas à la marge, j'utilise un outil, il me donne des conseils, je m'améliore de 10 %. Complètement révolutionner la façon qu'on conçoit et qu'on réalise la recherche et qu'on reste compétitif en recherche comme institution d'enseignement international. Donc, oui, OK, je l'utilise, j'adapte mes plans de cours et d'ici mettez ce que vous voulez, mois, années, sûrement pas des siècles, l'IA va faire de la recherche. D'ailleurs, 2 des derniers prix Nobel ont été donnés d'une part à un chercheur qui avait donné toute sa carrière au domaine de la physique, d'autre part à un computer scientist, le plus grand au monde, Geoff Hinton. Même chose pour la chimie, un chercheur qui avait donné toute sa carrière, toute sa vie à la chimie, puis Demis Hassabis, qui pendant à peu près 2-3 ans avait travaillé sur DeepFault. Fait que là, il y a des chercheurs en IA qui connaissent à peu près rien un domaine scientifique, qui gagnent des prix Nobel dans ce domaine scientifique. On est déjà là, ce n'est pas dans un futur proche, c'est tout de suite déjà maintenant. Donc, est où la conversation, par exemple, ici, où on se demande comment est-ce que l'Université de Montréal va faire de la recherche compétitive dans 1 an, 3 ans, 5 ans? Ça, c'est différent d'un plan de cours, là. Mais les deux sont importants. Les deux sont là. Je vous entends, mais si je me mets dans la peau du professeur qui est à Calixa-la-Vallée, qui est à Henri Bourassa ou à Polyjeunesse à Laval, ils ont une salle d'ordinateur. On fait quoi? Bien là, si tu me demandes à moi, ce n'est pas tout à fait la même conversation. J'aurais peut-être Non, pas mais ces les propos-là. possibilités sont claires. Nous, on est des convaincus. Mais le problème, c'est que du point de vue de la population, ils sont encore très loin de ce que vous parlez. Oui, puis ce qui doit être dit, redit, répété, puis significativement accéléré, c'est notre littératie collective en IA. Donc, bravo de prendre 1h30 de votre temps pour être ici. Puis, j'en fais le plus que je peux. Vous en faites sûrement le plus que vous pouvez. Toi aussi, il faut qu'on se parle de l'IA, il faut qu'on comprenne l'IA. À chaque fois que je suis dans un événement, je dis n'importe qui ici qui pense que l'IA, c'est le truc de la semaine, puis d'autres mondes le comprendront pour moi. On ne peut pas. On est la génération de la transition. Chacun d'entre nous, dans nos rôles de parents, de citoyens engagés, de profs, on doit comprendre c'est quoi l'IA, puis ce que ça veut dire pour les choses qui nous tiennent à cœur. Donc oui, on est dans un grand moment où on doit se saisir de ça, puis certainement dans d'autres sphères d'activité où peut-être on n'est pas aux premières loges, comme nous à Mila ou comme l'Université de Montréal, bien là, on doit au minimum comprendre ce dont il s'agit et commencer à faire des expérimentations. Ah, je vais adapter mon plan de cours en français, puis je vais utiliser ChatGPT de façon productive. Le jeune va aller interagir avec le personnage dans ChatGPT, puis il va m'écrire un essai critique sur ce qu'il a retenu de son interaction avec le personnage historique, plutôt que de me faire un recrachat de ce qui se disait au chapitre 17 du livre. C'est bon. Oui, mais je peux peut-être y aller. En fait, je vais prendre la balle au bon parce qu'effectivement, lorsque je suis allé dans plein d'écoles secondaires, en fait, dans plein de cégep, puis je le nomme cet enjeu-là de littératie de l'IA. Là. Donc, ça tombe bien parce qu'effectivement, on a le mandat actuellement, on est entre nous, là, mais avec le ministère de l'Éducation, de rédiger ça. Là. Donc, de voir qu'est-ce qu'on souhaite que nos jeunes apprennent de l'IA, notamment
mais aussi de réformer un peu le cadre de référence de la compétence numérique avec l'IA dedans pour y donner une place plus importante. Donc, ce concept. C'est le prochain cours CCQ, ça? Ça va-tu remplacer CCQ? Ça doit pas être Ça ne remplacera pas le cours CCQ, mais on parle avec ceux qui enseignent le cours CCQ. Mais ils en parlent dedans, en fait. Deuxième secondaire, quatrième secondaire, on parle de désinformation, pensée critique, esprit critique. On parle également d'IA. Donc, on retrouve des éléments dans le nouveau cours de CCQ. Mais ce concept-là de littératie l'IA, j'arrive dans les écoles, puis ma première chose, je leur dis, bien, ceux qui sont dans vos classes, c'est ceux de demain qui vont prendre les décisions, qui vont décider de qu'est-ce qu'on veut comme une IA en société, qui vont choisir où on en veut ou on n'en veut pas. Donc, c'est important que nos enseignants, enseignantes se forment à l'IA, que nos élèves, en fait, se forment. Et ça ne passe pas que par les salles informatiques, mais effectivement, le premier pas, quand même, c'est de s'informer, de comprendre ce que c'est la machine, ces choses-là. Et là, après ça, effectivement, une fois qu'on est informé puis on se questionne, bien là, après ça, on va pouvoir aller vers quelque chose d'intéressant. Là. Donc, on voit quand même qu'on est dans cette transition-là. J'accueille plein d'équipes écoles, en fait, là, justement, à des réflexions là-dessus, sur choisir, mais on est à l'étape d'expliquer ce que c'est l'IA sur le plan technique, éthique et légal aussi. C'est quand même un changement technologique qui est différent des autres, au sens où il y a déjà 80 des jeunes qui ont utilisé ChatGPT. Ils n'ont pas besoin que le cours informatique et le programme du ministère de l'Éducation les amènent là, ils l'ont déjà fait. Même chose est vrai dans les milieux de travail, en passant, quand je parle à des dirigeants. Avant, l'équipe IT développait un système, là, on faisait un gros roll-out, puis là, chacun notre tour, on apprenait. Là, les employés, ils comprennent déjà ces outils-là. Ils ne le font pas de la bonne façon, mais ils sont déjà dans l'adoption à la maison via des téléphones portables et des applications mobiles. Donc, c'est comme vraiment très différent l'opportunité. Ici, ce n'est pas la même complexité, mais elle transcende tous les domaines. Oui, puis la clé, c'est qu'ils ne font peut-être pas de la bonne façon. Effectivement, là, il y a un enjeu de, ils font comme ils l'ont appris sur le tas un peu, c'est-à-dire ils l'essaient avec... On va chercher qu'est-ce que j'ai écrit sur ChatGPT, puis on se retrouve avec des... Voyons, c'est bien faux ce qui est dit là. Mais évidemment, ce n'est pas un engin de recherche, ChatGPT. Ça ne l'était pas il y a un an, ça l'est un peu plus maintenant. Donc, même là, les outils, ma conférence d'il y a un an, quand je l'ai dit aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Les outils ont évolué grandement dans la dernière année. Et même dans les dernières semaines, on voit que ça évolue rapidement parce que les problèmes de désinformation, ils sont attaqués avec un multitude de moyens technologiques, effectivement, puis par des approches, en fait, qu'on voit apparaître dans les outils grand public qui permettent maintenant de valider cette information-là par des processus de travail derrière l'IA. Ouais. En fait, le Conseil de l'innovation, dans son rapport Prêt pour l'IA, a vraiment milité non seulement pour la formation des formateurs, mais pour la formation de l'ensemble des citoyens à la littératie l'IA. Donc, moi, je reviens à ton prof qui est à Calissa-la-Vallée ou Henri Bourassa. Qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, il peut faire des choses très simples, même avec des élèves du primaire. Il y a des applications spécialisées qui ont été développées, particulièrement qui peuvent être utilisées. Il y en a qui ont été développées spécialement pour les enfants pour qu'ils puissent comprendre les mécanismes qui permettent au modèle de classification de travailler. Probablement qu'il y en aura pour les grands modèles de langage. On ne dit pas que les jeunes doivent regarder. En fait, par exemple, je pense à QuickDraw, à Google Teachable Machine. On peut faire des petites activités pédagogiques très simples, très faciles pour montrer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la machine. Et moi, j'ai la conviction que quand on comprend bien comment ça fonctionne, bien là, on est beaucoup mieux sensibilisé aux risques possibles, aux défis, aux biais, voilà. Donc, je voulais donner un petit exemple. En tout cas, j'essaie de replacer le plancher parce que Valérie n'arrête pas de le faire bouger avec les agents intelligents qui s'en viennent. Alors, elle me rend un peu inconfortable. Alors, moi, Go on for hours, il n'y a pas de problème. mais là, je voulais donner un petit exemple concret de qu'est-ce que le prof pouvait faire aujourd'hui même pour développer la littératie l'IA chez ses étudiants. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est essentiellement ce que je retiens plus principalement, c'est que la technologie, elle est déjà là. La question, qu'est-ce que nous, on fait individuellement, mais aussi collectivement? Donc, si on repart sur poser les bonnes questions, mais aussi prendre les bonnes premières actions. Et si on regarde, nous, un regard plus large, plus macro à la société au Québec, mais notre questionnement, c'est essentiellement qu'est-ce qu'on veut que nos étudiants, quel genre d'interaction qu'on veut qu'ils aient avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est un outil pour avoir accès aux connaissances? Est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est la recherche? Donc, il y a un questionnement qu'il faut se faire, mais aussi au niveau sociétal, il y a tout l'aspect qui est relié aux enjeux autour de l'éthique. Et d'un côté, on a la recherche fondamentale sur des technologies d'IA, des plateformes plus performantes, moins coûteuses. Donc, on sait récemment que
selon des rapports de DeepSeek de la Chine, qui peuvent faire des recherches, qui peuvent utiliser des agents beaucoup moins coûteux que ce qu'on a ici aux États-Unis, et plus particulièrement sur les besoins énergivores en termes de puissance de calcul. De l'autre côté de la recherche en éducation aussi, qui cherche à comprendre l'intégration dans l'enseignement et les méthodes d'apprentissage. Je vous entends, puis j'ai compris qu'il y a une place pour la recherche avec l'intelligence artificielle, mais ma question plus précisément, c'est par rapport à l'éducation, quel rôle que vous voyez l'intelligence artificielle jouer dans notre société, dans le milieu de l'éducation? Je peux peut-être l'apprendre. Quel rôle dans le milieu de l'éducation? Il y a deux questions, en fait. Quel rôle dans la recherche en éducation? Mais je dirais, bon, je vais peut-être en profiter pour répondre à une question qui est peut-être indirectement posée. Il y a un mythe qui existe chez les profs. À chaque fois que, là, premièrement, quand Internet est arrivé, il y a eu un peu la peur de, on va perdre nos... En fait, quand la formation à distance est arrivée, il y a plus de 100 ans, on a eu peur de ne plus avoir besoin des profs. Quand Internet est arrivé, on a eu peur de ne plus avoir besoin des profs. Quand l'intelligence est arrivée, on a peur de ne plus avoir besoin des profs. Mais écoutez, être prof, là, c'est un métier complexe. Il y a une partie connaissance, il y a une partie gérer les relations, gérer le climat. Je pense que ce n'est pas demain que l'intelligence artificielle va remplacer les profs. En même temps, je dirais que ça pose une question fondamentale. Valérie posait, comment on va se positionner en recherche? Je pense que ça nous force à nous interroger sur comment on se positionne en enseignement. On est quand même en enseignement supérieur. Si on donne des cours qui sont essentiellement fondés sur la distribution de connaissances dans une approche frontale, je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir bientôt assez facilement remplacer ça. Mais en même temps, est-ce que c'est la mission de l'université, puis de l'Université de Montréal, de juste transmettre les connaissances? Je ne nie pas le besoin d'avoir des connaissances disciplinaires solides, mais en même temps, on a peut-être besoin de revenir à notre mission première, qui est de former peut-être avec des objectifs de niveau cognitif supérieur, analyse, évaluation, création. Donc, on ne doit pas s'en tenir aux objectifs de bon niveau. Et là, il y a des opportunités. Je dirais, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les profs? Je pense que ce n'est pas posé la bonne question. En fait, certains pensent que oui. Il y a une école privée américaine, Alpha, qui est en Arizona, qui prétend avoir remplacé les tuteurs par 2 heures de coaching avec l'intelligence artificielle, avec des résultats vraiment fantastiques. Ça a fait la une sur Internet pendant 1 semaine à peu près, jusqu'à temps qu'on se rend compte qu'il n'y avait aucune donnée fiable et indépendante pour prouver le résultat. Donc, le buzz a duré 1 semaine. Il est fini maintenant. Je dirais le concept qu'on devrait plutôt rechercher, plutôt que remplacer, je dirais c'est peut-être le concept d'apprentissage hybride ou d'intelligence augmentée, où l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle collaborent en quelque sorte pour créer quelque chose de pertinent et qui est utile. Alors, est-ce que ça va transformer le monde de l'éducation? Je dirais que ça le transforme déjà. Les étudiants l'utilisent déjà en fait pour apprendre, ils l'utilisent pour faire de la recherche d'information, ils l'utilisent comme outil d'aide à l'étude pour aider à rédiger leurs textes. Ils font déjà ça, et pas juste à l'université. Donc, en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on doit l'interdire, l'encadrer, c'est déjà là. C'est plus qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, non seulement c'est là, mais là où ça s'en va, on pressent déjà les agents intelligents, mais où est-ce que tout ça va bouger très, très vite. Donc, comment on fait pour s'adapter à ce monde-là en mouvement? Je trouve que c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Valérie, je vais te poser la question parce que quand même, Bruno a amené un point qui est intéressant. Est-ce que l'humain est indispensable? Oui, puis Yoshua vous dirait probablement, puis c'est très rare, je le cite, quelque chose comme ne faisons pas l'erreur de se poser ces questions-là en pensant l'IA telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut essayer d'anticiper l'IA qui est déjà en train de se développer puis qui va exister presque demain. Donc, l'IA d'aujourd'hui, ChatGPT, c'est littéralement une patente à gosse pour OpenAI. C'est cool, c'est cute, c'est le fun, ça chat, ça bot, c'est pas important. C'est pas ça l'agenda de Google, Microsoft, Meta, ChatGPT. C'est pas pour ça qu'ils investissent des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. L'objectif, le Holy Grail, d'abord, c'est une IA qui est aussi capable d'intelligence que nous. Là, on pourrait passer probablement une après-midi complète à disséquer c'est quoi l'intelligence humaine, mais
pour ceux qui ont cette science-là, dans toutes ces dimensions, pas seulement celle de la connaissance, mais celle du raisonnement, celle de la planification, puis celle éventuellement de l'action. Et l'agenda, c'est de créer des agents, des IA qui sont capables de tout ça, de digérer l'information, faire une analyse, faire des prédictions dans le futur, puis après ça, poser une action. Donc, c'est des acteurs. Ah, ça, c'est très différent quand même de l'Internet. Puis là, à partir du moment où il y a des acteurs aussi ou plus intelligents que nous, bien là, il y a une question qui se pose avec laquelle il faut rester confortable, qui est, est-ce que ça peut faire le métier du prof? Oui, pour certaines personnes, puis certains types de profs. Puis si vous me forcez à faire des prédictions, ce que je ne fais jamais, je dirais, moi, je m'imagine une économie qui va émerger où il y a des gens qui vont vouloir la version 100% IA d'un médecin, d'un prof, d'un chum ou d'une blonde, ça c'est vraiment bizarre, mais il y en a déjà. Puis il y a des gens qui vont choisir l'économie 100% IA. Il y a des gens qui vont dire, je déplogue. Vous avez sûrement des gens dans votre environnement déjà, là, les flip phones, they're back. Les gens veulent des flip phones, je débarque de tout ça, je retourne. Puis il va y avoir dans le centre, la plupart d'entre nous, sur certaines dimensions, on va préférer la version très IA, sur d'autres, on va préférer la version légèrement augmentée par l'IA, etc. Mais on s'en va dans un monde, il faut penser très différemment. Et là, on revient à ta question. Alors, ça va être quoi, là? Être un adulte productif qui contribue à une société qui a des agents dans tous les domaines, toutes les industries, tous les bureaux. Donc, pensez à vos jeunes que vous formez aujourd'hui. Vous les formez avec une vision en tête de ce qu'ils vont devenir à l'âge de 25, 30, 35 ans, puis comment ça va leur permettre de contribuer. Puis tout le modèle de société, puis tout le modèle de développement humain qu'on a construit est à propos de ça. Mes enfants me demandent encore, pourquoi c'est important d'aller à l'école? Bien, en gros, c'est ça la réponse. Il faut que tu te développes pour un jour être capable de jouer un rôle, puis ce rôle-là va t'apporter comme un bien-être, puis va aussi te permettre de contribuer à une société qui, par ailleurs, va te récompenser pour ta contribution, puis cette récompense-là va te permettre de faire les choses qui te tiennent à cœur, comme avoir une famille, etc. Fait que c'est quoi la place de l'humain dans tout ça? Ah, ça, c'est vraiment la question de l'heure, beaucoup plus que qu'est-ce que les systèmes d'intelligence artificielle vont être capables de faire. Et ça, c'est une mauvaise de belle question pour une université comme l'Université de Montréal. Moi, j'aimerais ça être la PDG de l'Institut québécois de l'intelligence humaine, plus que de l'intelligence artificielle, pour être honnête, parce qu'elle est là, la question. C'est la réponse à cette question-là qui nous permet de faire les choix collectifs qu'on doit faire à propos de l'IA. L'IA, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive là, du ciel, qui nous tombe dessus comme la météo. L'IA, c'est quelque chose qu'on doit choisir. Toi, chez toi, à l'Université de Montréal, il faut qu'on choisisse. On l'adopte, l'IA, ou on ne l'adopte pas. On l'intègre dans nos processus, on ne l'intègre pas dans nos processus. Comment ça va redéfinir la société? Ça va être le choix d'individus dans toutes les fonctions. Donc, elle est vraiment là, la conversation. Puis ici, je n'ai pas d'élément de réponse, si ce n'est que de dire... Faites attention de ne pas seulement penser le futur avec l'IA qui existe aujourd'hui. Elle est déjà périmée. Elle est déjà, ce qu'on connaît de l'IA, c'est déjà vieux d'1 an par rapport à ce qui se développe dans les laboratoires en ce moment. Puis ce qu'ils cherchent à créer, c'est quelque chose qui va être encore plus bouleversant pour la société. Avec le positif et le négatif. Ça va mener à des découvertes scientifiques extraordinaires, de la créativité entrepreneuriale. Je veux dire, on va vivre dans un monde avec des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui. C'est magnifique. Et ça va poser la question fondamentale, c'est quoi le rôle de l'humain dans cette dynamique-là? C'est la question. Normand? Si je bonifie un peu, parce qu'effectivement, il y a une étude qui vient de sortir hier ou avant-hier là, de Carnegie Mellon qui a été faite avec Microsoft, puis qui ont regardé justement les travailleurs qui utilisaient l'IA. Et là, si on regarde le revers de la médaille, effectivement, ils nommaient que finalement, il y avait une perte d'esprit critique chez ces travailleurs-là, en fait, après l'utilisation. Donc, c'est auprès de travailleurs qui utilisaient l'IA depuis quand même de façon fréquente dans leur travail. Et donc, ils sont aperçus qu'il y avait une perte d'esprit critique chez ces travailleurs-là par rapport à leur travail parce qu'ils faisaient confiance à l'IA. Donc, le revers de ça, c'est où on en veut ou on n'en veut pas pour le risque de perte de compétences humaines, effectivement. Là, je le dis à la blague, mais notre cellulaire et le GPS, effectivement, maintenant, notre sens de l'orientation dépend beaucoup de notre cellulaire. On se pose souvent la question, mais pourquoi je suis en train de mettre l'épicerie sur mon cellulaire parce que je vais tous les jours. Pourtant, je n'ai pas besoin de le voir, de regarder sur ma voiture pour savoir le chemin. Bien, l'IA a ce potentiel-là quand même que peut-être qu'effectivement, il y a certaines compétences humaines qu'on va laisser de côté pour d'autres de plus haut niveau, mais à un certain moment, il va falloir les développer quand même chez nos jeunes. Là, parce qu'on va voir, par exemple, que autant pour justement me retrouver mon chemin dans la rue, bien, ça va avoir des effets sur les compétences visuo-spatiales qui, elles, sont importantes pour mon ingénieur qui va peut-être construire un pont un jour. Donc, on voit qu'il y a quand même un échafaud, une construction, en fait, de ces compétences-là chez nos jeunes. Et je l'ai dit, bien, effectivement, dans la classe, on va se retrouver un moment d'expliquer pourquoi on n'utilise pas d'IA en ce moment, même si on sait tous
que l'IA fait un meilleur travail que l'élève à ce moment-là, mais on doit quand même développer cette compétence-là. Donc, pourquoi l'école? Pourquoi faire un résumé d'un texte alors que l'IA fait un résumé beaucoup plus rapidement que moi? Bien, parce qu'à un certain moment, ça nous aide quand même à développer d'autres compétences qui vont dépendre de la compétence à faire un résumé d'un texte, là. Donc, ça, c'est la place, c'est ça, c'est de voir et où la place de l'humain avec l'IA ou l'IA seul, l'humain seul, il y a comme un... Ouais, puis je La ligne n'est pas claire. Un autre élément de réflexion ici, avant que quelqu'un pose la question, oui, mais ça a toujours été vrai, il y a toujours eu des avancées technologiques, puis l'humain s'est toujours réinventé, puis finalement, on a développé des compétences plus évoluées, plus évolutives, au fur et à mesure que les technologies étaient capables de faire, par exemple, du travail manuel ou du travail plus fondamental pour nous. Puis, il y a des grands économistes en ce moment, notamment Anton Korinek, qui se questionnent sur, mais est-ce qu'elle est vraiment infinie, cette capacité-là du cerveau humain puis de l'intelligence humaine? Puis là, on arrive peut-être à la frontière, là. Donc, si l'IA fait tout ça pour moi, donc, et que ça me donne la possibilité de développer des nouvelles compétences, disons, cognitives, à un moment donné, le cerveau humain, il est quand même fini to a certain point, ou jusqu'à un certain point. Ce qui va nous amener, par ailleurs, quelqu'un d'autre va poser la question, oui, mais est-ce que l'intelligence humaine, d'abord, ce n'est pas de l'intelligence émotionnelle? Puis dans le fond, est-ce que notre contribution, c'est plutôt notre habileté à être en relation l'un avec l'autre? Juste à regarder ton visage, j'ai un sentiment de comment tu te sens, l'IA elle pourrait jamais faire ça. On va mettre ça de côté, mais puis là, j'ai un ressenti par rapport à ce que je vois dans ton visage, puis ça me donne des indices de comment je vais interagir avec toi. Donc là, on tombe vraiment dans une conversation sur elle va jusqu'où l'intelligence cérébrale, intellectuelle, humaine qu'on célèbre puis qu'on a mis de l'avant dans notre société depuis 50 ans. Puis si on arrive peut-être à la limite de ça, donc qu'est-ce que ça nous ouvre comme possibilité sur d'autres volets de l'intelligence d'un humain qu'on ne développe pas vraiment beaucoup? Puis est-ce que ça va être là un petit peu la relation entre l'intelligence artificielle puis l'intelligence d'un humain puis de la société humaine? Et je dirais juste type d'habilité ou d'intelligence qui sont critiques dans une classe pour l'enseignement. Et c'est aussi pour ça que je dis que l'IA ne remplacera pas les profs, parce que toute cette dimension-là, affective, relationnelle, c'est ça aussi, enseigner. C'est intéressant parce que si je regarde, par exemple, des sociétés ou des pays comme Singapour, qui, eux, ont décidé d'intégrer le numérique et l'intelligence artificielle comme outil dans l'apprentissage, comme un livre. Tout comme on va à la bibliothèque, on va chercher des livres. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité de reformer nos professeurs, nos éducateurs, les mettre à niveau sur les outils, les capacités, mais deux, mieux les encadrer par rapport, parce que à t'entendre, Valérie, du moment qu'on le reçoit, il est désuet. Ça va tellement vite. Alors, comment est-ce qu'on fait pour nos enseignants, les garder à jour, mais aussi avoir un processus dans lequel on peut mieux les encadrer ici? Parce qu'à Singapour, ils l'ont figuré. Bien, en tout cas, est-ce que c'est une opportunité? Moi, je pense que c'est une nécessité, en fait, là. Donc, c'est plus qu'une opportunité parce qu'effectivement, avec tous les enjeux éthiques de compréhension de ce qui se passe derrière, de données personnelles, d'informations confidentielles, il y a plusieurs enjeux quand même qu'on peut se questionner. Qu'est-ce qu'on veut comme IA dans nos salles de classe avec nos jeunes? On a vu certains dérapages là, que des jeunes se confient. L'IA qui est à travers Snapchat, qui est sur le cellulaire de tous nos enfants, en fait, là, la première question qu'ils posent, c'est « Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu es où? » Ça pose énormément de questions qu'une IA qui est avec tous nos enfants 13 ans et plus en théorie, qui utilise Snapchat, qui discute avec et qui ramasse l'information et qui demande même parfois « Prends une photo autour de toi, on va pouvoir jaser. » Mais là, il ne le fait pas pour la bonne conscience de l'IA, là, ici. Là. Il y a vraiment une volonté derrière de Snapchat de collecter de l'information pour pouvoir avoir une conversation personnalisée, mais on comprend quand même, sous-jacent ça, que c'est beaucoup de données qu'on confie à une IA. Et après ça, on a vu des dérapages aux États-Unis où un jeune se confie et que l'IA, effectivement, pourrait déraper. Parce qu'une fois qu'on comprend le fonctionnement derrière l'IA, on comprend que c'est un risque si l'IA n'a pas été faite dans une perspective d'accompagner le bien-être des élèves. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible d'avoir une IA qui fait ça, mais elle doit être pensée, réfléchie avec des psychologues, des psychothérapeutes et des gens pour que l'IA soit conçue pour ça. Le système pourrait exister. Ce n'est pas pour ça qu'il a été fait ChatGPT, on l'a dit tantôt. Il me partage une recette de poulet de façon très efficace, mais il me partage aussi une recette à partir d'œufs de vache aussi également. Donc, je veux dire, donc c'était tout le temps la caricature que je donnais avant, mais c'est quand même un enjeu que les IA tels qu'on les utilise aujourd'hui, on les utilise à toutes les sauces, mais ils n'ont pas été faits pour ça, bien que l'IA de demain pourrait répondre à ces enjeux-là,
Donc, je reviens à la question, c'est une nécessité de former nos enseignants, nos élèves à ces enjeux-là éthiques et légaux pour que la génération de demain soit capable de prendre des décisions éclairées. Là, ouais. Moi, je vais en rajouter une petite couche. On parle beaucoup de la nécessité de former les élèves, former les profs. Puis dans l'enquête qu'on a menée en novembre 2023, c'est vrai que ceux pour qui la littératie était le plus faible, c'était les élèves. Mais il faut aussi former d'autres personnes, comme les conseillers pédagogiques sont ceux qui forment les profs, les bibliothécaires sont ceux qui forment les étudiants. Et bon, excusez-moi, Franz, excusez-moi, Daniel, mais dans notre recherche, les autres catégories de personnel qui avaient le niveau de littératie le plus faible, bien, c'était les cadres et administrateurs. Donc, même niveau que les étudiants, et ce sont eux qui déterminent, je dirais, les règles, le terrain de jeu en quelque sorte. Donc, ma réponse, c'est que c'est nécessaire de former tout le monde, particulièrement chez nous à l'Université de Montréal, à la littératie de l'IA. Oui, les étudiants, oui, les profs, oui, les professionnels, et oui, les cadres, et même les cadres supérieurs, les cadres académiques. Je dirais, il n'y aura pas de perte pour ça. Former à quoi? Former à ce qui est là. Normand parlait d'un... En fait, on est en train de faire un scoping review de tout ce qui s'est publié sur la littératie de l'IA entre 2018 et 2024. On a presque terminé. Ça nous donne une carte très intéressante de, finalement, un plan qui pourrait être presque un plan de formation, mais il manque une petite touche à ce plan de formation-là. Puis la touche, c'est un peu la perspective future. Valérie vient de l'amener beaucoup. Perspective future, c'est beaucoup les agents. C'est-à-dire comment on peut faire aussi dans l'éducation de tous les intervenants pour non seulement les former à ce qui est présent, mais les former à ce qui s'en vient aussi, à réfléchir. Donc, on n'a peut-être pas les bonnes réponses tout de suite, mais peut-être que d'amener les questions que Valérie amène dans la réflexion, c'est important de le faire tout de suite. Si je pars de la posture que les enseignants, les étudiants ou les élèves sont exposés à l'intelligence artificielle à tous les jours, s'ils ont des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, comment est-ce que aujourd'hui, quelles recommandations vous donneriez aux pédagogues par rapport à comment mieux intégrer des nouvelles façons d'apprendre, mieux intégrer des nouvelles façons de faire, sachant que l'intelligence artificielle est déjà utilisée à travers les téléphones intelligents ou les différentes plateformes qu'utilisent tant nos professeurs que nos élèves? Moi, je dirais deux choses. Je dirais, premièrement, visons le développement de l'esprit critique, visons les habiletés cognitives supérieures. Alors oui, on leur permet de l'utiliser, mais peut-être de comparer le travail, peut-être d'avoir des moments où ils produisent sans l'intelligence artificielle, peut-être d'avoir des moments où ils produisent avec l'intelligence artificielle, où ils comparent les deux résultats. Il faut vraiment développer l'esprit critique. Et je dirais, là, le grand défi, c'est vraiment de développer des utilisations où l'IA, ou plutôt les systèmes d'intelligence artificielle, parce que quand on dit l'IA, on l'anthropomorphise un petit peu. Là. Moi, je préfère parler de systèmes d'intelligence artificielle, ou les systèmes d'intelligence artificielle, en fait, là, j'ai perdu le fil. Je suis reparti sur quelque chose d'autre. Alors, mais je comprends, vous avez dit qu'il faut former l'esprit critique, mais pratico-pratique, il y a des enseignants ici là, qui vont retourner dans leur salle de classe, puis demain, ils disent quoi à leurs étudiants, à leurs futurs professeurs? Je peux vous dire qu'est-ce que Normand et moi, on fait dans un de nos cours. Bien, alors, dans un cours d'études avancées, séminaire d'études avancées sur l'IA et la réalité virtuelle, on permet spécifiquement à nos étudiants d'utiliser l'intelligence artificielle à condition qu'ils le citent. Et non seulement qu'ils le citent, ils doivent joindre aussi une petite réflexion d'une demi à une page critique sur qu'est-ce que ça leur a apporté, c'était quoi la valeur. Donc, on leur demande ça. Maintenant, je dirais, c'est compliqué de citer quand on veut citer selon l'APA, puis prendre des captures d'écran de tous nos échanges, ça devient extrêmement lourd. Normand, il y a eu l'idée de développer une espèce de formulaire de déclaration simplifié. Donc, on est en train d'expérimenter ça. Donc, c'est quelque chose de très concret. En fait, le cours est en cours. On a plusieurs étudiants qui sont dans la salle. Alors, je ne peux pas dire dans quelle mesure ils vont s'en prévaloir, mais c'est explicitement permis. Et on va... alors, c'est une des choses qu'on peut faire. Je vais donner un deuxième exemple. Dans une université américaine, je trouvais ça très, très simple, mais très intéressant. En fait, ils ont invité les profs de l'université à partager leurs extraits de plans de cours dans lesquels ils mettaient les directives par rapport à l'intelligence artificielle. Puis là, c'est dans une espèce de document Google Form, puis ils
Ils disent même le type de licence avec lequel, dont n'importe qui peut l'utiliser, sans licence, c'est bail, ou encore, partagez-le pas, mais vous ne pouvez pas réutiliser tel quel, mais vous pouvez vous inspirer de l'idée. Puis d'autres vont jusqu'à partager qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. En fait, c'est dans notre recherche qu'on a menée en novembre 2023, les étudiants demandent ça. On a 43 des étudiants qui n'utilisaient pas ChatGPT parce qu'ils avaient peur de se faire accuser de plagiat. Et quand on leur demandait, en fait, parce qu'ils avaient peur de se faire accuser de plagiat, puis aussi à cause du manque de transparence des compagnies, des algorithmes. Donc, les étudiants demandent à ce que les enseignants rendent leurs attentes explicites dans leur plan de cours, puis précisent qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Voilà. Puis les profs, dans notre étude, demandent aux établissements d'encadrer, mais en même temps de permettre l'usage. Ils ne leur demandent pas juste de restreindre, mais de guider, de respecter leur liberté académique. Donc, il y a ce souhait-là que certaines balises soient mises par les profs, donc soit par les étudiants, puis par les institutions, mais ce que les profs souhaitent, c'est des balises qui ne sont pas que restrictives ou qui ne sont pas trop restrictives, qui permettent l'usage, qui guident l'usage. On souhaite que les profs soient formés, que les étudiants soient formés, puis que oui, il y ait peut-être certains cadres qui soient mis, mais que ce ne soit pas juste des politiques défensives. Je pense on me fait des signaux de temps, là, je pense, mais juste peut-être vous partager que la conversation qu'on a en ce moment, le mot qui n'arrête pas de me revenir, c'est le mot d'expérimentation. Dans l'expérimentation, de facto, il faut être très clair sur ce qu'on essaie d'accomplir. Ou pour vous, comme prof, une autre façon de le dire, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi à préserver? Et donc, à l'inverse, qu'est-ce que je suis prête à laisser aller? Puis je pense qu'un des problèmes avec le moment dans lequel on est en ce moment, l'intersection de l'IA et de l'éducation, c'est qu'il y a beaucoup de peur. La peur de l'étudiant, la peur du prof qui ne sait pas trop comment j'adapte, qu'est-ce que ça veut dire, comment je vais évaluer avec ces outils-là. Vous avez peut-être fait des expérimentations avec ChatGPT, vous n'avez probablement pas fait assez encore pour être confortable. Puis je pense qu'il faut comme se donner permission d'essayer des nouvelles choses ou d'être à la remorque de ce moment-ci dans lequel on est. Fait que depuis tantôt, je nous écoute parler, puis je suis comme peur, courage, expérimentation, accepter qu'il y a des choses qu'on va essayer qui ne marcheront pas, puis c'est peut-être pas la fin du monde, mais que si on essaie rien de différent, puis qu'on fait juste s'adapter à cette technologie-là de façon incrémentale, on ne saisit pas le potentiel transformatif. L'incrémental puis transformatif, c'est juste pas la même chose. Donc, il y a comme un petit peu d'introspection aussi à faire dans la profession pour se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous dans notre métier, dans notre rôle? Puis, de facto, qu'est-ce qu'on va devoir laisser aller? De penser que ça va être on ne laissera rien aller, ça ce n'est pas la bonne posture, c'est impossible. C'est impossible. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais vous demander d'être bref. Dans 5 ans, dans 10 ans, Valérie, qu'est-ce que tu vois qu'on devrait avoir une posture? Quel genre de posture qu'on devrait avoir vis-à-vis de la recherche, notamment? Je pense que dans un horizon plus proche qu'on l'imagine, les structures des universités telles qu'on les connaît n'existeront plus. Les distinctions qu'on fait entre les disciplines, l'espace central de la connaissance intellectuelle, comme vraiment, je te transmets de la connaissance, et après tu vas aller dans le monde, puis tu vas utiliser cette connaissance-là pour faire de l'expérimentation. L'expérience, donc le jugement, etc., va devoir arriver beaucoup plus tôt parce que l'expérience, je vais l'avoir, la connaissance, je vais l'avoir jour 1. Puis, finalement, le vrai métier de nos jeunes, ça va être d'apprendre à apprendre. Puis, avec cet apprentissage-là à la 2, d'être capable de faire des liens entre toutes sortes de choses, de connecter des disciplines, d'explorer des intersectionnalités qui n'étaient peut-être pas possibles avant. Donc, je m'imaginerais que les facultés telles qu'on les connaît aujourd'hui, les disciplines telles qu'on les connaît aujourd'hui, tout ça, toute cette structure-là, elle est le reflet du monde qu'on connaissait jusqu'à hier, puis pas de celui qui va émerger. Donc, du tout au tout. Mais ce qui va être préservé dans le cœur même, c'est quoi vraiment la vocation d'une université comme lieu de rencontre intellectuelle dans la société, particulièrement dans des moments de grand bouleversement et de formation de la prochaine génération qui va devoir aller à la rencontre de ces défis-là par la génération qui est en train de les vivre. Ça va être plus nécessaire que jamais. Mais ça ne se traduira pas par les mêmes mécanismes, je pense. Normand, d'un point de vue pédagogique, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que vous entrevoyez dans 5-10 ans?
Bien, dans 5 ou 10 ans, en fait, effectivement, j'espère voir les acteurs de l'éducation impliqués, en fait, dans l'IA. Donc, effectivement, il y a le MILA de son côté qui fait de la recherche sur les algorithmes, sur l'IA, puis l'éducation de l'autre, on fait de la recherche sur les autres. Donc, j'ose croire vraiment, puis je le dis aux enseignants, que bien, plus ils vont poser des questions, s'informer, mais ils doivent être là pour l'IA de demain aussi. L'éducation doit lever la main parce qu'il y a l'IA en termes généraux, mais l'IA qu'on veut avoir dans nos écoles, nos classes, celle qui est souhaitée et souhaitable, bien, elle doit passer nécessairement par aussi les gens qui sont là, c'est-à-dire par les enseignants dans nos écoles, pour pouvoir qu'ils puissent dire ce qu'ils souhaitent voir avec leurs élèves, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Fait que dans 5-10 ans, j'espère voir, en tout cas du moins, cette hybridation-là plus naturelle entre les chercheurs de l'IA et les chercheurs de l'éducation et le monde de l'éducation, en fait, pour qu'on voit vraiment ça, parce qu'effectivement, on voit les outils d'un côté développés, beaucoup de développement, puis de l'autre, nous, on reçoit ces outils-là en éducation en se disant, bien, il est là, on va l'utiliser, et on n'a parfois pas l'impression que ça répond aux besoins qu'on a, en fait. Ouais. Bruno? Moi, je vais prendre juste une petite perspective. Je vais faire du pouce sur ce que Valérie a dit. Apprendre à apprendre, je dirais. Puis malgré ce que j'ai dit sur la connaissance, toutes les recherches démontrent que l'efficacité dans n'importe quelle tâche repose sur une base de connaissances riches et élaborées. Donc, c'est plus comment on l'élabore. Je dirais le grand danger, en fait, encore là, dans notre recherche, je dirais, c'est la perte d'aptitude cognitive. En fait, ce que j'espère voir dans 5 ans, c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui vont aider les personnes apprenantes à élaborer leur système de connaissances, qui vont les aider à développer leurs compétences, qui vont les aider à enrichir leur réseau cognitif. Si on arrive à faire ça, alors, et ça, c'est quand même plus vite dit que fait. Ce n'est pas évident parce que oui, ça peut être facile. Déjà aujourd'hui, l'IA nous restitue du contenu de façon qui peut maintenant être assez performante, mais les connaissances, ce n'est pas parce que c'est sur Google ou ChatGPT que j'ai le réseau de connaissances. Et on doit absolument éviter d'arriver dans une espèce de système assez absurde où les étudiants font réaliser leurs travaux par des systèmes d'intelligence artificielle, les profs les font corriger par des systèmes... En fait, c'est assez kafkaïen, mais finalement, on est dans un monde où plus personne apprend, plus personne enseigne. Alors, je pense que le rôle de l'université, c'est de former les... En fait, c'est de former les esprits, puis de former aussi les cœurs des personnes apprenantes. Alors, je dirais, j'espère que l'IA va pouvoir soutenir la mission de l'université dans cette perspective-là d'ici 5 ans. J'aime beaucoup. On approche à la fin. J'aimerais inviter notre public de préparer vos questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous trouver en arrière. Simon, il y a un micro. Alors, en attendant que les gens se lèvent et se dégènent, vous devez vous lever, faire de l'exercice, aller voir Simon. En attendant, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous êtes le verre à moitié plein? C'est-à-dire plus de possibilités, moins d'enjeux, ou le verre à moitié vide? Plus d'enjeux, moins de possibilités. Bien, moi, j'étais à moitié plein au début de la séance, mais Valérie a vidé une partie de mon verre à moitié plein. Je vais finir sur une note qui réconcilie le tout. Je pense que ce n'est pas nécessaire, que ce n'est pas utile, puis bien franchement que ce n'est pas responsable de regarder la conversation de l'IA comme ça. Encore une fois, je pense qu'on cherche notre confort. Vous allez partir. Moi, finalement, là, ça m'enthousiasme. Ouais, moi, ça me fait peur. C'est pas utile. Là, c'est le moment où la seule chose qui est dangereuse, c'est de penser qu'on a une réponse. Là, c'est le moment où il faut tout tenir ces possibilités-là en même temps. Il y a une possibilité que ça va tout super bien se passer, puis ça va être extraordinaire, puis ça va nous permettre de façon incrémentale de faire évoluer notre profession puis le rôle de notre... Il y a aussi une possibilité où ça va être très disruptif, puis je ne me retrouverai pas là. Il faut tenir toutes les possibilités en même temps. Donc, je vais à tellement d'événements où les gens sentent le besoin, puis moi, c'est ça que j'observe. Moi, je veux juste dire en conclusion que je suis plutôt optimiste. Moi, je veux juste dire en conclusion que je suis comme, c'est pas utile. Ça aide personne sauf toi à repartir d'ici avec le sentiment que là, tu peux choisir une voie dans un monde qui, pour l'instant, te demande de ne pas choisir une voie. Te demande dans ta posture d'enseignant, de leader, de la première génération d'adultes qui ont à naviguer la transition de l'IA, de dire « Wouh! C'est un peu le bordel. » Ça, c'est notre job right now. C'est pas de dire droite ou gauche. Valérie, merci d'amener ce point de vue-là. Puis en même temps, tu as commencé en disant qu'il y en a qui sont en train d'inventer des agents qui vont nous remplacer. Est-ce que la décision n'est pas déjà prise pour nous? Les jeux ne sont pas déjà... mélangé, puis...
Non. Ah. Donc, t'es verre à moitié plein. Normand? Difficile d'intervenir après ça, mais effectivement, je pense qu'on est à une sorte de croisée des chemins, que c'est difficile de dire ce qui s'en vient. Il y a toujours deux côtés à toutes les choses que je présente, en fait. Là. Je parlais tantôt du décrochage qu'on pouvait prédire et puis soutenir. On est donc content de pouvoir dire hey, je vais pouvoir aider les élèves au bon moment. Mais de l'autre côté, ça va pouvoir dire que je peux identifier les profs qui ont de la misère avec leurs étudiants, puis je pourrais aussi couper des profs parce que finalement, toi, tu as fait décrocher trop d'élèves à recul. Donc, la même donnée, la même information, l'IA a comme le potentiel toujours de faire les deux. Là. Donc, et effectivement, on entend tout. Et là, je suis sûr qu'il va y avoir une des questions sur l'environnement. Sacha Luconi était à Tout le monde en parle dimanche dernier, en fait, pour en parler. On n'a pas parlé de tout cet enjeu-là qui est énorme derrière tout ça, qui est là plus sociétal qu'individuel, on est d'accord, mais qui va toucher l'éducation parce que c'est nous qui devons prendre des décisions éclairées là-dessus, en fait. Là. Donc, il y a tout ça également. Donc, je suis vert à moitié plein parce que je suis techno-optimiste, mais j'ose croire que ça doit passer par l'éducation des gens à bien comprendre les tenants et aboutissants. Et si on le fait bien, en éducation, si on fait notre travail, je crois fermement que là, on va avoir le verre à moitié plein, c'est sûr. Si on fait moins bien notre travail, on pourrait avoir des risques. Oui. Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que c'est plus nuancé. C'est pas vide ou plein, il y a une nuance, puis ça dépend beaucoup de notre posture. Valérie, Bruno, Normand, merci beaucoup. Merci à la Faculté des sciences de l'éducation. Vous avez été fantastiques. Bravo.